La première séance, j'avais essayé de dire que l'économie, c'était la même racine que l'écologie, c'est oikos, c'est gérer un foyer, que ce foyer pouvait être la maison, ça pouvait être le territoire, mais ça pouvait être aussi la planète Terre. Et que du coup, pour comprendre l'économie, il fallait distinguer deux choses. D'une part, le régime de justification, c'est-à-dire la théorie économique, qui est la science économique orthodoxe, et d'autre part, le régime de vérité, c'est-à-dire le capitalisme, l'économie dominante telle qu'elle fonctionne. Et donc, effectivement, la, la deuxième séance, c'est-à-dire la dernière fois, on s'est intéressé au régime de justification. On a vu en quoi l'économie nous parlait que d'un type d'économie qui est l'économie de marché et non pas de tous les types d'économie. Il ne nous parlait pas notamment de l'économie domestique, mais de l'économie de la reproduction. On nous parlait beaucoup d'économie de production, mais pas de reproduction. La reproduction, c'est la vie. Et c'est parce qu'on oublie cette dimension de la vie qu'on est centré sur la croissance des biens et des services et non pas la reproduction de la vie. Et j'avais aussi, et maintenant, je vais essayer de montrer que le régime de capitaliste tel qu'il est néfaste pour la société démocratique. Et ça permettra sans doute de faire lien avec votre résilient de café de jeudi auquel j'essaierai de participer. Alors, je ferai ça en deux points. D'une part, dire que le capitalisme menace la société démocratique parce qu'il menace toute société, puisqu'il menace la survie même de la planète. Et s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus de société. Et dans ce deuxième temps, je m'intéresserai plus spécifiquement à la démocratie. Alors, je ne vais pas m'arrêter très longtemps sur ce premier point parce que c'est assez évident, surtout pour des personnes qui sont liées plus ou moins avec le collectif en transition. Mais j'ai rappelé deux points. D'une part, un certain nombre de dégâts du capitalisme. Alors, j'irai pas. On a déjà vu la dernière fois le dogme de la croissance, hein, que c'était impossible d'avoir une croissance infinie sur une planète finie. J'irai pas sur la destruction des écosystèmes, du climat et tout ça. Enfin, tout ça, vous connaissez. Du coup, je vais plutôt parler de deux choses qui ne viennent pas immédiatement à l'esprit, mais moi qui me paraissent fondamentales, qui sont le temps et l'espace. Le capitalisme crée des ségrégations spatiales. C'est ce que déjà nous disait Fernand Braudel dans Civilisation matérielle et capitalisme. C'est-à-dire que pour lui, le capitalisme divisait l'espace entre un centre qui prenait toutes les richesses et la périphérie qui était exploitée. Pendant longtemps, dit-il, ce centre a été en Occident et s'est déplacé. Et à chaque déplacement de centre, on a une crise du capitalisme. Le centre a été pendant longtemps Venise, puis Amsterdam, puis Londres, puis New York au XXe siècle. Et maintenant, on a le centre qui se bascule vers l'Asie. Autrefois, on pensait le Japon, maintenant, c'est plutôt la Chine. Et à chaque fois que le centre change, eh ben, on devient, la périphérie change aussi. Mais du coup, on voit bien qu'il n'y a pas une égalité territoriale, il y a une aspiration des richesses. Le sens est très riche et les périphéries sont exploitées. Bon, c'est ce qui est arrivé à l'Afrique et aux pays dits en développement. Cette ségrégation spatiale, elle se découvre aussi à l'intérieur même des pays, et ça c'est plutôt un géographe qui s'appelle Harvey qui insiste là-dessus. Entre d'un côté, on a une hyper, métro, hyper métropolisation, on a des mégalopoles de plus de Shanghai, 40 millions de personnes, enfin on a des grands métropoles, et à contrario, des campagnes qui se vident. Et donc du coup, on a d'un côté des phénomènes de ville où on a des problèmes énormes de gestion écologique, d'égouts, de qualité de l'air, de pollution, de cancer, et de l'autre côté, des campagnes qui sont désertées, où on ne retrouve plus personne et où ça devient très difficile de vivre et même de survivre à la campagne. Et donc, le capitalisme, c'est cette division de l'espace un petit peu caricaturale entre centre et périphérie et métropole et campagne. Et loin d'articuler ça, on a une espèce de division et de hiérarchisation. Euh, et évidemment, lutter contre le capitalisme, c'est lutter contre cette hiérarchisation, puisque cette hiérarchisation pousse à toujours plus de concentration dans des villes où on a de moins en moins d'espace, de moins en moins d'air pour respirer, et qui attire toute la richesse, on concentre toute l'énergie, toute la richesse, et au détriment d'autres types de foyers qui pourraient être, après tout, une agriculture vivrière à la campagne. Hein, aujourd'hui, il y a quand même encore 40% de la population mondiale qui doit vivre à la campagne. Et évidemment, c'est comme si ces personnes-là étaient méprisées. Et c'est peut-être ces modèles de retour sur les territoires qui sont à réinventer.
Mais attention, du coup, aussi, si j'insiste là-dessus, c'est cette revalorisation du territoire qu'on retrouve dans beaucoup de mouvements écologiques comme celui de la transition, pourrait déboucher sur une espèce d'égoïsme territorial. Alors, il faut bien se rendre compte de c'est pour ça que je parle de ce mouvement géographique à l'échelle mondiale. Il y a des territoires qui ont de la chance et des territoires qui sont sous-dotés. C'est ce que disait déjà Brodel. La géographie explique en partie les puissances économiques. C'est plus facile d'être dans un climat tempéré et au bord de la mer. On a plus de ressources que quand on est au milieu de l'Asie, dans un désert. Et donc, n'oublions pas que développer des territoires, c'est bien, mais à condition de ne pas s'enfermer dans de l'égoïsme territorial et de tenir compte de ce mouvement à grande échelle de ségrégation spatiale. Et donc, il ne s'agit pas simplement de redévelopper de manière harmonieuse son territoire, mais aussi de lutter contre cette ségrégation spatiale et donc de relier d'une autre belle manière les différents territoires. Le deuxième point, c'est le temps, puisque j'ai commencé à le dire aussi, et Brodel insiste beaucoup aussi, le capitalisme, c'est aussi un rapport au temps. Déjà, Marx le disait, on est passé d'un travail où on était à la tâche à un travail à l'heure, un travail salarié. Et donc, pour pouvoir mesurer tout ça, cette heure, il a fallu unifier. Jusqu'au XVIIIe siècle, on avait des manières de compter le temps qui étaient très différentes d'une commune à une autre. Et c'est dès qu'au XIXe siècle qu'on a unifié le temps. On a trouvé un temps universel. Mais quand on y réfléchit, c'est très important parce que s'il n'y avait pas d'horloge et si on n'avait pas la même heure, on, plus rien ne fonctionnerait dans notre société. Il n'y aurait aucun train qui arriverait en retard, les avions ne pourraient pas décoller, on ne saurait pas à quelle heure ils arrivent, les trains non plus, les marchandises non plus. Et donc, le capitalisme a unifié le temps, les différentes temporalités, pour pouvoir, d'une part, payer au salaire. Et évidemment, c'est ce que dit Marx, c'est le temps abstrait, cette abstraction du temps fait que, du coup, on essaye d'augmenter la productivité, c'est-à-dire on fait en sorte que la personne fournisse le plus de travail possible dans le moins de temps possible. Ce temps abstrait, c'est aussi traduit par le non-respect des rythmes naturels, et notamment le jour et la nuit, puisqu'aujourd'hui, il y a les 3-8, et on essaye d'échapper au rythme de la nature. Et aujourd'hui, on voit bien avec cette période de confinement qu'on a tous du mal à se caler sur notre propre rythme, et quand il va falloir se déconfiner, on va avoir du mal à rentrer à nouveau dans un rythme qui n'est pas forcément, le nôtre. Et donc, voilà, on voit bien que enfin, voilà, aujourd'hui, on est obligé de se coucher, enfin, on est pratiquement tous obligés de mettre un réveil pour se lever, ce qu'aucun autre animal dans la nature ne fait. Donc, non seulement on a touché au rythme biologique jour-nuit, mais aussi au rythme des saisons. Aujourd'hui, on a des fraises, des tomates tous les jours de l'année, et donc on ne sait plus très bien dans quelle saison on est, et on a perdu ce contact avec la nature. Et puis, quatrième et dernier élément de cette vision du temps paradoxale du capitalisme, c'est qu'aujourd'hui, on est dans ce présent, dans ce que Hartog, l'historien Hartog, appelle un régime d'historicité qui est le présentisme. Qu'est-ce qu'un régime d'historicité? Un régime d'historicité, c'est notre rapport entre le passé, le présent et le futur. Pour faire simple, euh, le, le régime d'historicité, par exemple, des religions du livre, c'est de dire avant, c'était génial, il y avait le paradis, aujourd'hui, c'est pas terrible, mais demain, il y aura le paradis. Le régime d'historicité de la modernité, ça a été le passé, on était dans l'obscurité, et demain, on sera dans les lumières. Donc, il y aura un progrès. L'histoire et l'histoire du progrès. Aujourd'hui, dans le présentisme, on n'est plus dans ce rapport entre. On est dans le passé. Le passé, c'est pas bien. Le passé, c'était. Il n'y avait même pas Internet, rendez-vous compte. Vous ne pouvez même pas faire des apéros par Zoom, donc c'était nul. Et on était même, ou alors on était la 2G, maintenant la 3G, 4G. Et le futur, c'est pas bien non plus parce que le futur, c'est trop lointain. Ce qui compte, c'est le présent, c'est de vivre maintenant. Ce qui compte, c'est de faire des profits à court terme. C'est le profit à court terme. C'est pour ça qu'on développe des ordinateurs à haute fréquence qui sont calés sur l'horloge atomique et qui font du trading au millionième de seconde. Et donc, on est dans ce paradoxe où on n'a jamais eu objectivement autant de temps libre, c'est-à-dire le temps qui est séparé du temps passé à travailler, puisqu'on a plus de temps pour faire des études, un peu plus de temps pour la retraite.
le temps de travail a quand même diminué. Et donc, on est dans une société où on n'a jamais eu autant de disponibles et on ne s'est jamais autant tous trouvé en disant « j'ai pas le temps, je suis débordé de temps ». Pourquoi? Parce que time is money et que ce qui compte, c'est l'anticipation. On est toujours dans le temps d'après. Ouais. Parce qu'en économie, ce qui compte, c'est pourquoi on gagne de l'argent? Parce que c'est quand on fait des bonnes ou des mauvaises anticipations. C'est ce que disait Brodel, c'est la spéculation. On va anticiper la montée ou pas de tel ou tel truc. Tiens, on va se déconfiner. Dans le déconfinement, quelles sont les entreprises qui vont gagner? Quelles sont les entreprises qui vont perdre? Et donc, on est constamment en train d'agir dans l'urgence. D'ailleurs, nous, en France, on est dans un état d'urgence sanitaire. Et l'urgence a ceci d'intéressant que quand dans l'urgence, on ne peut pas réfléchir. Dans l'urgence, on agit. Hein, dans l'urgence humanitaire, il faut sauver les gens. On réfléchit après. Et simplement, on est aujourd'hui, on était, rien qu'en France, mais on était dans un temps où on avait l'urgence terroriste. On est passé de l'urgence terroriste à l'urgence sanitaire. Peut-être que demain, il y aura l'urgence climatique. Et peut-être après-demain, il y aura une urgence identitaire. Et en tout cas, voilà, dans les états d'urgence, on ne prend plus le temps de réfléchir. Et il y a une contradiction fondamentale entre l'urgence et le durable. On ne peut pas prendre des décisions dans un monde complexe, durable, si on ne prend pas le temps de les construire collectivement. Et c'est là qu'il faut faire attention, que ce n'est pas facile quand on est écologiste et qu'on défend la transition. C'est qu'à la fois, on est bien obligé de dire attention, la planète brûle, il y a le feu. Mais si on insiste trop sur l'urgence, eh ben justement, c'est les experts qui décident, c'est l'avant-garde qui décide, les savants, par exemple le GIEC, qui va nous décider, voilà les bonnes mesures à prendre. Et on voit bien là dans la crise sanitaire, c'est déjà en train d'être là. C'est les scientifiques qui nous disent, voilà ce qu'il faut faire. Bon, le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Mais c'est quand même eux qui décident, qui conseillent les gouvernements. Et pour l'économie, c'est pareil. Ça va être pareil. Pour la sortie de crise d'économie, ça ne va pas être ni vous ni moi qu'on va écouter. Ça va être les experts économiques qui ont fait les grandes écoles d'économie qu'on va écouter. Et donc, il y a quand même ce danger à insister sur l'urgence parce que ça empêche de prendre des décisions durables à long terme. Donc, voilà. Et, alors, donc ça, c'est le problème du capitalisme. C'est parmi le capitalisme, c'est ce rapport au temps et à l'espace. Et en plus, voilà, il détruit la planète, les espèces, etc. Deuxième problème que je voudrais mettre, c'est celui du schéma du développement durable. Alors, je ne sais pas si ça se voit, mais souvent, le développement durable, on nous l'a présenté comme ça. 3 cercles, social, économique et écologique. Et en fait, ce schéma, cette représentation est fausse. Elle est stupide. La bonne représentation, c'est ça. C'est-à-dire que c'est notre environnement qui est important. Au sein de l'environnement, c'est le social. Et l'économie, c'est qu'une petite partie. Donc, tant qu'on est dans ce schéma-là, on n'arrivera à rien. Ça veut dire que l'économie est aussi importante que la planète ou que le social. Or, s'il n'y a plus de planète, il n'y a plus d'économie. S'il n'y a plus de société humaine, il n'y a plus d'économie non plus. Donc, c'est important de combattre cette représentation du développement durable et de se dire que le développement durable, c'est un outil inventé par le capitalisme pour pouvoir maintenir les intérêts de court terme, pour pouvoir maintenir, pour se donner bonne conscience, mais pour dire l'économie est aussi importante que le reste. Non, l'économie est subordonnée au reste. L'économie est subordonnée à l'humain et l'humain est subordonné à l'environnement dans lequel il vit. C'est la simple logique, c'est le simple bon sens. Mais il convient de rappeler ça et de ne pas se laisser avoir par ce schéma. Donc, du coup, c'est pour ça que l'idée d'un capitalisme vert, d'avoir des entreprises plus libérées, des entreprises qui travaillent pour un capitalisme éolien, un capitalisme solaire, un capitalisme qui serait respectueux de l'environnement, pour moi, n'est pas, donc pour le dire, un développement, avoir un capitalisme durable qui s'inscrit dans un développement durable est une fausse bonne solution. Il faut absolument changer de système. Alors pourquoi c'est une fausse bonne solution? Évidemment que c'est mieux d'avoir un capitalisme vert qu'un capitalisme extractiviste comme maintenant. Mais pourquoi c'est une mauvaise solution? Et j'en viens au deuxième point. Parce que fondamentalement, le capitalisme est incompatible avec la démocratie. Pourquoi alors, dans le bouquin, on énonce une dizaine de raisons. Je vais juste me contenter de 3 raisons fondamentales. Premier point, les inégalités. La démocratie repose sur l'idée d'égalité. La démocratie, c'est quand même une utopie un peu folle en disant sur n'importe quelle question,
quelqu'un qui a bac plus 12 et quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire ont exactement la même voix. Ils ont exactement la même compétence. Et à Athènes, ça allait jusqu'au point qu'on tirait au sort les magistrats et même les chefs de guerre. Enfin, tout le monde pouvait devenir président de l'Assemblée de l'Ecclésia. Donc, c'est cette idée fondamentale. La démocratie repose sur cette idée d'égalité. Or, cette idée d'égalité s'éloigne au fur et à mesure que les inégalités économiques augmentent. Là, selon un rapport d'Oxfam, donc je suis mandataire d'Oxfam France, mais les milliardaires du monde entier, c'est-à-dire 2153 personnes, possèdent plus que 4,6 millions de personnes. C'est-à-dire qu'on a 2000 personnes qui possèdent plus que 60% de l'humanité. On n'est pas sur des petites inégalités, des inégalités, on n'est pas sur je travaille plus donc j'ai plus ou j'en fais moins donc j'ai moins. On est sur des échelles jamais vues dans l'histoire de l'humanité. On n'a jamais vu des inégalités aussi importantes. Où un si petit nombre de personnes détenaient autant que 4 milliards de personnes. Et cette inégalité, elle est liée à quoi? Elle est liée à la propriété privée du capital. Elle est liée, je voulais raconter ça lors de la première séance, cette idée que la propriété privée était sacrée. Et donc, si la propriété privée est sacrée, on n'a pas le droit de faire du droit d'entreprise, on n'a pas le droit de prélever des impôts, etc. Et c'est pour ça que Proudhon disait la propriété, c'est le vol. Alors, je vais vous citer quelques passages de Proudhon que j'ai retrouvés. La propriété est mère de tyrannie, elle est même homicide. En somme, la propriété, après avoir dépouillé le travailleur par l'usure, l'assassine lentement par l'exténuation. Pourquoi? Parce que les plus-values, les bénéfices sont faits sur le dos du travail, sur l'exploitation du travail. Il y a des bénéfices parce qu'il y a des personnes qui travaillent. Et les personnes qui retirent les bénéfices et les personnes qui travaillent ne sont pas les mêmes. Alors, ce que dénonce Proudhon, ce n'est pas la possession. C'est-à-dire, ce n'est pas avoir sa voiture, sa maison, avoir ses appareils électroménagers. Ce qu'il dénonce par propriété, c'est la propriété des moyens de production. C'est quelqu'un qui dit, voilà, ces machines sont à moi, et comme je paye des salaires, votre force de travail m'appartient. Donc, vous m'appartenez. Vous n'avez pas le droit de choisir vos horaires, c'est moi qui décide de vos horaires. Et si je décide que vous n'avez pas le droit de faire de pause pipi, ça existe aux États-Unis, si je décide que vous ne faites pas de pause pipi, mais vous mettez des couches culottes, vous n'en faites pas. C'est ma propriété, j'en fais ce que je veux et je prends l'argent. Donc, dit Proudhon, la propriété est donc l'inégalité des droits, car si elle n'était pas l'inégalité des droits, elle serait l'égalité des biens. Elle ne serait pas. Or, la charte constitutionnelle garantit à tous l'égalité des droits. Donc, avec la charte constitutionnelle, la propriété est impossible. Donc, on ne peut pas avoir une égalité et la propriété privée en même temps et sacraliser la propriété privée. La propriété privée, ce n'est pas la possession d'une maison ou d'une voiture encore, c'est la propriété du capital. Donc, c'est les actionnaires. Aujourd'hui, c'est les actionnaires. Il y a des propriétaires d'actions. Thomas Piketty, qui n'est pas du tout anarchiste, a aujourd'hui fait 2 gros bouquins, j'en ai mis un dans la biographie, sur ces inégalités. Et il parvient à… Alors, il rassemble des chiffres et du monde entier. Et il parvient à la conclusion suivante, là aussi je vais citer. La principale force déstabilisatrice est liée au fait que le taux de rendement privé du capital, R, peut être fortement et durablement plus élevé que le taux de croissance du revenu et de la production, G. L'inégalité R est supérieure à G, donc le rendement du capital est supérieur au revenu, implique que les patrimoines issus du passé se recapitalisent plus vite que le rythme de progression de la production et des salaires. Donc, les capitalistes s'enrichissent plus vite que les salariés. Cette inégalité exprime une contradiction logique fondamentale. L'entrepreneur tend inévitablement à se transformer en rentier, à dominer de plus en plus fortement ceux qui ne possèdent pas leur travail, donc les salariés. Une fois constitué, le capital se reproduit tout seul, plus vite que ne s'accroît la production. Le passé dévore l'avenir. Donc, c'est parce que mon père a été capitaliste que je vais devenir capitaliste à mon tour. Et donc, du coup, évidemment, on part avec
un fort avantage. Et c'est toute la question. Hein. Aujourd'hui, il vaut mieux s'appeler Gates, hein, pour commencer dans la vie. Dans la course pour le futur, on est quand même mieux barré que quand on s'appelle la ville lumière ou d'HE. Et donc, du coup, face à ces inégalités, il existe pourtant des solutions. Thomas Piketty parle de propriété temporaire. C'est quoi la propriété temporaire? C'est dire, voilà, un tel gagne beaucoup d'argent, par exemple Ronaldo, mérité ou pas, ce n'est pas la question, il accumule du capital, par exemple Gates, mais on l'impose sur la succession et on impose les tranches de plus haut revenu, on impose à 90% et on impose l'héritage, on prend 90% de sa fortune. Donc du coup, la propriété est temporaire, j'accumule de l'argent, mais ça ne se transmet pas de génération en génération. Donc c'est le premier concept face à cette propriété tout ou rien, cette propriété des capitaux. Il y a la propriété temporaire de Piketty. Castel parle, lui, de propriété sociale. Mais la propriété sociale, c'est quoi? C'est une coopérative, tout simplement. On se met à plusieurs et on achète à plusieurs le bien et on se répartit. Mais c'est aussi tout ce qui est logement participatif, tout ce qui est voiture autopartagée, appartement autopartagé. Enfin, voilà, on pourrait avoir, alors ça appartient pas à l'État, ça appartient pas à une personne privée, ça appartient à des collectifs qui se regroupent et qui se partagent la propriété. Ça peut être acheter des logements, acheter des livres, acheter des biens matériels, enfin comme une Puma, acheter des matériels agricoles en propriété, c'est une forme de propriété sociale. Et puis il y a une autre vision de la propriété, c'est celle d'Obstrom, avec l'idée de faisceau de droits, que quand on est propriétaire, on a différents droits, le droit d'exclure, le droit d'usage, le droit d'entrée, enfin voilà. Et que on peut autoriser certains droits et en limiter certains d'autres. Donc, une des premières réflexions à avoir, c'est une réflexion sur la propriété si on veut limiter les inégalités. Parce que, évidemment, n'importe où, je ne sais pas si on prend n'importe quelle décision aujourd'hui sur l'informatique, et quand Bill Gates dit quelque chose, il a forcément beaucoup plus de voix que quand vous et moi nous parlons. De toute façon, c'est comme ça. Et donc, on peut pas être dans une démocratie où chaque voix compte pour parler de l'informatique, de la limitation des GAFAM, etc. On ne peut pas, quand il y a trop d'inégalités de capital, on n'est plus dans l'égalité de fait. Il y a des personnes qui décident pour les autres. Deuxième limite du capitalisme contre la démocratie, c'est la question de l'autonomie. La démocratie, c'est l'autonomie, disent des personnes qui sont aussi différentes sur l'échiquier politique que Castoriadis ou Marcel Gauchet. L'autonomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les hommes qui font eux-mêmes les lois qui les gouvernent. C'est les hommes qui font et défont les lois qui nous gouvernent. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'histoire, mais ce n'est pas le marché non plus. C'est les hommes qui font et défont les lois qui nous gouvernent. C'est ça l'autonomie. Au risque même de s'aborder, hein, on l'a vu en France avec le régime de Vichy, la démocratie peut, et c'est ce que lui reprochait déjà Platon, hein, la démocratie peut se saborder d'elle-même. On peut effectivement donner les pleins pouvoirs à des personnes qui ne sont pas démocrates. On l'a vu en Hongrie, on le voit en Italie, on risque de le voir demain en France avec Le Pen. Or, le capitalisme repose sur la division capital-travail et donc sur le travail salarié, sur l'exploitation de la force de travail. On met à disposition des machines, les salariés mettent à disposition du propriétaire sa force de travail et contre cette force de travail, ils reçoivent un salaire. Et contre ce salaire, alors évidemment, ils ont droit à une protection sociale, c'est ce que dit Suppiot, mais on constate que cette protection sociale est de moins en moins forte, on a de moins en moins de droits d'assurance chômage, etc. Tout ça, c'est en train d'être détricoté. D'ailleurs, on a vu là, en France, pendant le confinement, les salariés n'ont pas eu le choix. Si leur patron leur disait partez en vacances, ils étaient obligés de prendre des vacances, même s'ils ne voulaient pas. Donc, on détricote le droit. Et ça reste un lien de subordination. Nous sommes subordonnés aux propriétaires. Nous devons obéir aux propriétaires. S'il nous dit de bosser de 18h à 24h, on bosse de 18h à 24h. Si le lendemain, ça change, ça change. Et s'il nous dit vous devez changer, travailler dans un autre continent, on va travailler dans un autre continent où on est viré. Donc, on n'est plus autonome dans l'entreprise.
on est subordonné. C'est pour ça d'ailleurs que la première internationale, l'exigence de la première internationale, c'était la fin du salariat. Ce n'était pas une meilleure protection, c'était la fin du salariat. Parce que quand on est salarié, on est subordonné, on n'est plus autonome. Donc on n'est plus des citoyens, on est des agents, on est des exécutants, on n'est plus des citoyens autonomes qui pouvons décider. Et de plus, ça s'est développé. Aujourd'hui, le travail salarié se dégrade. Il y a de moins en moins de travail salarié décent, de plus en plus de burn-out. On a d'un côté des gens qui travaillent comme des fous, et de l'autre côté des gens qui n'ont pas de boulot. On a ce qu'on Graeber appelle des bullshit jobs, des jobs qu'on fait qui n'ont absolument aucun sens, mais qu'on fait toute la journée. Et évidemment, face à cette critique du travail salarié, le capitaliste trouve souvent un remède, et c'est l'auto-entrepreneuriat. C'est l'auto-exploitation de soi-même. Hein, c'est Uber, c'est voilà. On est autonome, mais on n'est pas autonome en fait. Puisque la seule chose qu'on fait pour survivre, c'est travailler encore plus. Donc on s'exploite encore plus, et justement, ces derniers liens du travail, ces dernières obligations du travail, on les fait sauter pour soi-même. Alors que c'est pour ça que c'est important, de mon avis, pour retrouver cette autonomie, de réfléchir, comme Eric l'a dit, au revenu d'existence. Le revenu d'existence, c'est permettre d'avoir un revenu qui nous permette de décider en toute autonomie si on a envie de travailler plus, si on a envie de travailler moins, si on a envie de se consacrer à la politique, si on a envie de faire de la méditation. Mais voilà, on est autonome puisqu'on n'est plus dépendant de quelqu'un qui vous dit voilà comment faire un boulot. Et on n'est pas obligé de s'auto-exploiter. Donc effectivement, le revenu d'existence est une solution intéressante, mais on voit bien que on voit bien qu'aujourd'hui se développe plutôt l'auto-entrepreneuriat. La troisième question importante, c'est évidemment celle des libertés. La démocratie, c'est la liberté. Et là-dessus, il faut bien distinguer le libéralisme du néolibéralisme. La théorie libérale, telle que Smith l'a énoncée, dans une théorie libérale, ce qui compte, c'est quand même ce qu'il appelle les libertés négatives. On ne peut pas nous empêcher de penser, on ne peut pas nous empêcher de croire à qui on veut, on ne peut pas nous empêcher d'aller voir les personnes que l'on veut, etc. C'est ce qu'on appelle les libertés négatives, qui sont des libertés individuelles. Mais rien ne doit être au-dessus de cette liberté individuelle, dit Smith. Et l'État est là pour protéger et garantir. Alors que pour les néolibéraux comme Hayek, la seule liberté fondamentale, c'est la liberté d'entreprendre. Et si la liberté d'entreprendre fait que j'oblige les personnes, je contrains le marché du travail et je limite les droits des personnes et la démocratie, parce que la démocratie, par exemple, a décidé de nationaliser, et moi je suis contre cette nationalisation, j'ai le droit. Et donc, le néolibéralisme, fondamentalement, c'est que la seule liberté, celle qui prime sur toutes les autres et qui peut même faire qu'on contraigne les autres libertés, c'est la liberté d'entreprendre. Et on voit bien aujourd'hui, avec les traités comme le TAFTA et tous ces traités-là, où c'est la liberté d'entreprendre qui est avant la liberté des citoyens, avant même la liberté des États. Dans les pays démocratiques, les citoyens, théoriquement, décident, on fait des lois. Si ces lois ne vont pas au chef d'entreprise, il a le droit de les défaire et de les attaquer, en disant cette disposition sur la protection des femmes enceintes, elle est contraire à mon droit d'entreprendre librement. Cette disposition contre le travail des enfants, elle est contraire à mon droit d'entreprendre librement. Cette disposition qui impose un salaire minimum, elle est contraire à mon droit d'entreprendre librement. Cette disposition qui empêche de polluer, elle est contraire à mon droit d'entreprendre librement. Et donc, on voit bien qu'on est aujourd'hui, dans ce type de société-là, on est déjà rentré avec les accords multilatéraux. Du coup, cette liberté, elle est remise en cause, puisque aujourd'hui, pour être dans notre société, pour se sentir citoyen à part entière, il faut quand même avoir un revenu et il faut avoir du coup une certaine sécurité économique. Or, le libéralisme et le néolibéralisme, c'est la guerre de chacun contre tous, c'est-à-dire l'insécurité économique permanente. On ne sait pas si on va être viré ou pas. On ne sait pas, alors, on voit bien avec le Covid, qu'est-ce qui va devenir? Est-ce que j'aurai mon boulot ou est-ce que je ne l'aurai pas? Et du coup, cette insécurité économique engendre un besoin de sécurité, et souvent un besoin de sécurité identitaire.
Je ne sais pas si je vais bouffer, mais j'ai besoin de savoir où j'habite et qui je suis. Et c'est sur cette vague-là, plus il y a de l'insécurité économique, plus il y a les mouvements populaires qui proposent une sécurité identitaire qui développe. Et c'est vrai partout, aux États-Unis, au Brésil, euh, en Italie et même en France. Quand on a peur de se retrouver au chômage, eh ben c'est la faute des immigrés, c'est la faute à la mondialisation, c'est la faute à l'autre. Donc, et on voit bien que les deux servent de repoussoir. D'un côté, on a les gens qui disent, ben voilà, s'il n'y a pas la liberté d'entreprendre à l'échelle mondiale, d'entreprendre tout et n'importe quoi à tout moment, vous êtes des passéistes bloqués sur les identités nationales. Et d'autres qui disent, ben voilà, si vous n'êtes pas bloqués sur les identités nationales, c'est que vous êtes pour cette mondialisation qui vous exploite et qui détruit la planète. Et donc, il est urgent de rétablir une troisième voie, mais il est urgent aussi de faire attention à la question de la sécurité. Parce qu'on voit bien qu'à force de dire que le climat part à l'eau, qu'il y a une insécurité sanitaire, ben ça augmente encore ce désir de sécurité. Et la sécurité et la liberté ne sont pas compatibles. Vivre, c'est prendre le risque de mourir. Hein. Mais si on vous dit au nom de votre santé, on vous interdit de boire, de fumer, de marcher dans la rue, de faire du sport, de baiser, à quoi ça sert de vivre? Et donc oui, la sécurité climatique, c'est pareil. On voit que tout d'un coup, on pourrait, sous prétexte de sécuriser l'environnement, de limiter totalement. Ben oui, la voiture, c'est polluant, j'interdis la bagnole. La viande, c'est pas bon la viande, ça contribue à l'effet de serre, j'interdis de manger de la viande. C'est radical, mais il n'y a plus de liberté. Et donc effectivement, aujourd'hui, et c'est pas simple d'être dans la transition, il faut faire en sorte qu'on comprenne le message qu'il faut changer, mais tout en restant dans la liberté collective. Parce que la façon, et je reviens à la question d'urgence, la façon la plus rapide de changer, c'est la dictature. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est prendre le temps, c'est la liberté. Mais la façon la plus durable de construire des solutions à long terme, c'est l'intelligence collective. Et il n'y a pas d'intelligence collective sans liberté. Si on n'a pas de liberté de penser, on n'a plus d'intelligence collective. Et donc, il y a effectivement de la pédagogie à faire. Que vivre, c'est mourir. Vivre, c'est prendre le risque de mourir. Vivre, c'est prendre les risques tous les jours. Et la deuxième voie, c'est celle de Dewey, qui est l'expérimentation. C'est expérimentons. Nous sommes en démocratie quand les gens concernés par un problème peuvent résoudre eux-mêmes ce problème. Et donc, il faut expérimenter. On ne va pas résoudre. Ce n'est pas aux experts de dire ce qui est bon pour les personnes âgées. C'est à elles qui doivent nous dire oui, j'ai envie d'être confiné ou non, je n'ai pas envie d'être confiné. C'est aux pauvres, aux plus pauvres d'entre nous, de dire voilà quelles sont les mesures qu'il y a besoin pour nous, et non pas des experts de la Banque mondiale qui vont nous dire voilà ce qu'il faut pour les pauvres. C'est aux étudiants de dire voilà les solutions qu'il faudrait quand on est à distance, quand on veut enseigner à distance, et c'est non pas au ministère de l'Éducation de dire voilà les bonnes solutions pour éduquer à distance. Et c'est ça la démocratie, c'est quand même cette liberté-là de prendre des risques et d'expérimenter et d'évaluer ensemble. Donc, j'ai parlé longtemps là, mais voilà, j'arrive à la conclusion. Oui, le capitalisme est un système qui menace la planète et qui menace la démocratie, mais ce n'est pas parce que le capitalisme menace la planète qu'on doit lui sacrifier tout et n'importe quoi. Et qu'il y a, en fait, c'est au contraire par plus de démocratie qu'on pourra sortir du capitalisme, alors que le danger majeur aujourd'hui, on le voit partout, c'est de vouloir sortir du capitalisme par l'autoritarisme. Et la responsabilité des écologistes, là, est très importante. On ne peut pas, au nom de la protection de la planète, on ne peut pas sacrifier tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que le capitalisme sacrifie la planète au nom de la rentabilité économique, mais à nous, écologistes, de ne pas sacrifier la démocratie sous l'autel de la protection de l'environnement. Voilà, merci de votre attention.